Voilà, bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire professionnel de santé. Aujourd'hui, le thème, c'est comment bien intégrer le dépistage organisé du cancer du col de l'utérus dans ma pratique. C'est un webinaire qui vous est proposé par le Centre régional de coordination des dépistages des cancers de la région Grand Est. Alors, avant toute chose, je vous précise juste que le webinaire va être enregistré et pourra être ainsi visionné à nouveau. Donc on est parti pour 1h30 de présentation sur le docu, sur le dépistage organisé du cancer du col de l'utérus, à l'occasion du déploiement de ce dépistage dans la Marne, Meuse et Haute-Marne. Donc je le redis, merci de couper vos caméras et vos micros. Et puis on vous propose de poser toutes vos questions via le chat uniquement. Et puis en fin de présentation, on aura un moment questions-réponses. Donc rapidement, le programme, on va tout d'abord parler de dépistage HPV, vaccination HPV avec le professeur Clavel. On verra ensuite les modalités organisationnelles du docu avec le docteur Bertrand Brice, les critères de qualité du prélèvement et du compte-rendu du résultat avec le docteur Picot, la prise en charge d'un résultat de frottis et ou de test HPV positif avec le docteur Branchéry. Et je vous le disais, on aura un temps de questions-réponses. Donc je donne tout de suite la parole au professeur Clavel. Parfait. Bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau webinaire et on m'a demandé de vous faire des rappels sur le contexte du sujet, à savoir les HPV, le dépistage et la vaccination. On va commencer par quelques rappels HPV essentiels à la compréhension de ce nouveau dépistage et aussi à la compréhension des vaccins pour ceux qui seraient moins familiers. Alors le problème, il est là, il y a plus de 200 HPV humains et certains sont classés selon leur localisation, muqueuse, cutanée, etc. On ne parlera que des muqueux ce soir et vous avez ici représenté les plus connus comme le 16, 33, 58, 31 qui sont assez proches et des groupes complètement différents comme ceux du 18 et du 45. Donc ce sont des systèmes qui sont utilisés en génétique moléculaire pour fabriquer les sondes, fabriquer aussi, pourquoi pas, des vaccins et des nouveaux outils thérapeutiques. Alors, ces HPV sont classés en HPV oncogènes et non oncogènes. Oncogènes dit à haut risque. Et parmi les HPV oncogènes, le plus oncogène et le plus carcinogène est l'HPV 16. On retrouve aussi le 18, mais qui est un petit peu moins fréquent, et tous ces virus à côté, 31, 33, 35, 39, 45, ceux cette cinquantaine. Voilà, les autres sont un petit peu moins cancérigènes, les preuves sont limitées, et le 6 et le 11 sont non carcinogènes, non oncogènes, quoique on sait qu'il existe des accidents génétiques. On peut retrouver du 11 dans certaines pathologies, mais classiquement, c'est non carcinogène. Maintenant, ces HPV vont donc générer des infections et parfois, malheureusement, des lésions prétumorales et tumorales. Et si vous regardez ces courbes attentivement, vous retrouvez exactement les mêmes courbes dans tous les pays du monde. On a une prévalence de l'infection qui est plus importante entre, en gros, 20 et 30 ans, mais qui diminue après à peu près 10% tout au long de la vie. Et apparaissent bien sûr les premières lésions. Et vous avez un pic de CIN3, donc de cancer in situ, qui est aux alentours des 35 ans à peu près, et les cancers qui apparaissent. Voilà. Et l'image de la mortalité, une image en miroir, ici présente. Ce sont des courbes extrêmement connues qu'on voit dans différentes revues. Et pour terminer cette première partie, rappelons que les HPV correspondent donc, les infections HPV sont les infections les plus fréquentes au niveau des infections sexuellement transmissibles. Je n'ai pas dit maladie, mais infection, car ça régresse, comme vous le savez, ça peut disparaître. Il faut absolument la présence d'ADN d'HPV à haut risque, dit oncogène, pour déclencher une carcinogénèse cervicale. Les plus souvent, on retrouve du 16, 18 et 33, mais il y en a d'autres, ces trois-là étant les plus à risque. Dans la population française, la prévalence HPV est d'environ 10%, on va dire 8 à 15% selon les cohortes, avec un pic à moins de 30 ans, vous voyez en France à peu près 20 à 25%. Beaucoup plus dans certains pays africains, par exemple, avant 30 ans, et environ 10% en France après 30 ans. La transmission de cette infection à HPV est forte par acte sexuel. Le nombre de partenaires sexuels a augmenté en 10 en 20 ans, ce qui explique aussi l'augmentation de ces infections. Heureusement pour nous, il y a plus de 80%, quasiment 90% des infections HPV qui sont transitoires, asymptomatiques et spontanément régressives en 1 an ou en 3 ans.
Ce sont les oncogènes qui mettent le plus de temps à disparaître quand l'immunité de la personne est suffisante. Et finalement, le risque correspond à la persistance de l'infection HPV sur plus d'1 an. Un HPV tout seul ne veut pas dire grand-chose. C'est sa persistance sur plus d'1 an qui peut signifier un risque de développer un précancer et un cancer. Concernant le dépistage, maintenant, eh bien, on peut faire un frottis en milieu liquide de préférence. Ce frottis en milieu liquide permet effectivement de détecter des papillomavirus et d'analyser aussi les cellules pour faire donc l'examen de la cytologie, par opposition au système ancien, mais qui existe encore, hein, où on peut avoir une brossette juste pour un test HPV. On peut aussi étaler dans certains cas une spatule sur une lame, mais n'oubliez pas que tout ce qui est en 2 dimensions est moins sensible qu'en 3 dimensions. Là, il est important d'avoir des bonnes brossettes, comme celle-ci, par exemple, pour bien brosser la jonction endocole-exocole et entrer dans le canal du col, voilà. Et ainsi, cette brossette rincée dans ce milieu-là, moi j'ai mis le Synprep, hein, je n'ai pas d'action chez eux. Le Synprep, c'est tellement un des milieux les plus utilisés dans le monde, et voilà pourquoi on l'a mis, on l'utilise aussi au laboratoire, à l'hôpital. Et vous rincez absolument toutes les cellules dans ce milieu liquide, ce qui permet d'avoir une très bonne représentativité de l'écouvillon, du frottis, alors le frottis qu'on appelle maintenant le prélèvement cervico-utérin. Et on peut prendre un alico de ce liquide pour donc rechercher les HPV ou analyser les cellules. Donc le milieu liquide est important, doit être agréé pour la biologie moléculaire, pour pouvoir faire des PCR dessus. Le choix de la brossette est important en matière synthétique de ce style-là, par exemple, des brossettes un peu plus simples, mais celui-là est plus performant. Enfin, on peut aussi avoir d'autres brossettes pour faire des autoprélèvements qui se développent de plus en plus et qui devraient être de plus en plus fréquents. Voilà. Alors pourquoi un test HPV? Pour vous rappeler simplement que la cytologie est moins sensible que le test HPV. La sensibilité est insuffisante, entre 40 et 70-80%. Et pour pallier à ce manque de sensibilité, ce que l'on faisait avant, c'est de répéter l'acte de la brossette, de l'examen cytologique pour avoir une meilleure sensibilité. Donc beaucoup d'actes et pas toujours des bons résultats. Et ça coûte cher de répéter les actes, c'est compliqué, les gynécos sont débordés, donc il vaut mieux prendre, comme dans tout dépistage, le test le plus sensible. C'est ce qu'on fait pour le VIH, etc. Et le test HPV a une plus forte sensibilité. Cette étude européenne, et américaine et canadienne de 2006, dans laquelle on a porté une très grosse cohorte française, les chiffres n'ont pas changé, que ce soit des études de cohorte ou des études randomisées. Vous voyez ici qu'on a une bien meilleure sensibilité à détecter des lésions supérieures à un CN2+, avec le test HPV qu'avec la cytologie. La spécificité est relativement proche. En plus, le test HPV permet d'espacer les tests en termes de résultats, de valeurs prédictives négatives d'un résultat. Quand le test HPV est négatif, on peut espacer à 5 ans. Les différents tests, on a des tests cocktails qui détectent globalement 13 à 14 HPV, des tests à génotypage partiel où on détecte les HPV les plus fréquents oncogènes et un groupe d'autres HPV à haut risque. On peut aussi avoir des tests qui les détectent précisément un par un. Il y a aussi des tests indirects qui ciblent la conséquence de l'infection, mais pas l'ADN ni l'ARN de l'HPV. Par exemple, une protéine P16 à rechercher ou des marqueurs de méthylation. En termes de dépistage HPV, c'est plus souvent ces types-là à génotypage partiel qui sont choisis. Après, si on veut faire plus, on peut bien sûr génotyper. Alors, le pool commun des HPV les plus fréquents sont ceux-ci. Je vous ai mis pour rappel en rouge ceux qui sont dans le vaccin Gardasil non avalent, donc les 7 oncogènes les plus visés. Voilà les 5 tests ADN ou ARN pour le test Aptima qui répondent aux critères de la FDA américaine, la Food and Drug Administration, 4 tests ADN et 1 test ARN. Capture 2, Servista, Cobas, BD et Aptima. Donc, test agréé est capital que vous travaillez avec des tests qui soient agréés. Alors, le dépistage organisé, vous connaissez les nouvelles nomenclatures de l'HAS depuis 2019. On commence par un test HPV parce qu'il est plus sensible. Si le résultat est positif, on fait une cytologie réflexe sur le même milieu liquide, ce qui évite de reconvoquer la patiente. Voilà. Si la cytologie est évocatrice d'un ascus, voire plus, et bien une colposcopie comme d'habitude. Si le résultat est négatif,
on recommence le test HPV à 1 an. Et rebelote, si c'est positif, colposcopie, si c'est négatif, on voit la patiente à 5 ans. Et si le test HPV est négatif d'emblée, on revoit la patiente à 5 ans. Voilà. Alors, avec la vaccination, ces tests de dépistage, de triage vont être forcément de plus en plus modifiés. Plus on sera vacciné, eh bien, on verra une efficacité limitée de l'analyse morphologique, on verra moins de lésions, donc on sera moins bon, on va avoir une diminution de la valeur prédictive d'un résultat positif à la cytologie, mais on va aussi avoir des modifications de la valeur prédictive d'un résultat HPV. Plus on sera vacciné, plus ces virus vont disparaître. Il y en aura d'autres, on verra. Alors, d'autres, ceux qui existent, il n'est pas prouvé qu'ils augmentent réellement, mais ça, on le verra dans le temps. Alors, il y a d'autres marqueurs qui peuvent être indépendants du type HPV. Je vous citais tout à l'heure des marqueurs de méthylation, des gènes HPV ou de gènes humains qui sont assez prometteurs. En tout cas, quel que soit le marqueur parfait que l'on aura peut-être relativement bientôt, l'idée du futur, c'est ça. On pourrait très bien faire un test, un autoprélèvement chez nous, à la maison. On détecte, on regarde s'il y a des HPV à haut grade. Si c'est positif, on fait un test de triage. Pour l'instant, le triage est la cytologie, mais ça pourrait aussi être autre chose plus tard. Pour l'instant, c'est la cytologie et ça marche très bien comme ça. Si c'est positif, eh bien, on va voir le gynéco. Si c'est négatif, on est retesté et dans le cas du dépistage, vous êtes rappelé. Voyons maintenant pour finir les vaccins prophylactiques qui existent actuellement et les nouveaux vaccins qui devraient arriver. Vous avez ici représenté schématiquement un papillomavirus avec son patrimoine génétique, un ADN et sa capside, qui est une espèce d'enveloppe nucléaire si vous voulez, mais il n'y a pas d'enveloppe à proprement parler. Le souci, c'est que lors de l'infection naturelle, il n'y a pas beaucoup d'anticorps anti-L1. L1 étant la protéine majeure de la capside virale. On a aussi du L2 qui est moins abondant, mais le vaccin est basé à partir du L1. Donc, naturellement, avant de parler du vaccin, peu d'anticorps existent quand on est infecté naturellement. Et quand ces anticorps existent, exemple anti-16, anti-18, ils apparaissent très tard, 6 à 12 mois après l'infection. Donc, c'est pas terrible. Donc, les anticorps naturels plus la réponse immune cellulaire anti-HPV L1 quand elle existe bien, ne contrôlent pas l'infection établie ou l'évolution des lésions. Encore une fois, l'HPV est un virus qui infecte à bas bruit, planqué, si vous voulez, si vous me permettez, au niveau génital, au niveau anogénital. Il est tellement planqué qu'il échappe un peu au système immunitaire, il est très mal vu, il n'y a pas de phase sanguine, donc il y a peu d'anticorps. Avec le vaccin, ce vaccin contient uniquement les particules L1 qu'on appelle des VLP, des virus-like particles, des pseudoparticules L1, si vous voulez, qui ne contiennent pas le patrimoine génétique du virus. Donc ce n'est pas infectieux, pas de matériel génétique viral, donc pas de pouvoir carcinogène, pas de pouvoir infectieux, mais un pouvoir immunogène important car L1 est très immunogène. Il y a ainsi beaucoup d'anticorps neutralisants qui sont fabriqués, tant et si bien que la vaccination génère un titre d'anticorps 10 fois supérieur à celui de l'infection naturelle. Voilà, quand il y a des anticorps, ces anticorps baignent toute la muqueuse et empêchent tout virus d'entrer et dégrader avant. Voilà, il y a 3 vaccins prophylactiques historiquement, le Gardasil 4, le Cervarix qui était bivalent, et le Gardasil 9 qui est le vaccin largement prédominant actuellement, autorisé en France depuis août 2018, qui contient 2 non-oncogènes et 7 oncogènes qu'on a déjà cités. Ainsi, ces vaccins protègent contre près de 95% des cancers du col en France, près de 90% des CN2-3, idem 90% des cancers du canal anal et 40 à 45% des cancers oropharyngés, ce qui est un énorme progrès. Donc voilà les différents pourcentages des virus que l'on retrouve le plus souvent en France, de l'écrasante majorité de l'HPV 16 et 18, mais surtout le 16, un petit peu 45, 31, 33, les autres sont tous entre 2 et 6%. Voilà, actuellement les règles de la vaccination, c'est 2 injections avant 15 ans, avant 14 ans, chez les filles et les garçons, depuis décembre 2019, entre 11 et 14 ans. Après, c'est du rattrapage. On passe de 2 injections à 3 injections, 0, 2 et 6 mois, à plus de 15 ans, jusqu'à 19 ans. Alors, on pourrait le faire après, bien sûr, ça c'est tout à fait possible, mais c'est remboursé jusqu'à 19 ans. Ça reste recommandé chez les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes jusqu'à 26 ans. On peut se demander aussi pourquoi ce ne serait pas autorisé pour les femmes jusqu'à 26 ans. Bon, c'est comme ça changera sans doute.
Et bien sûr, chez les personnes immunodéprimées jusqu'à 19 ans, chez les enfants immunodéprimés, on peut commencer la vaccination beaucoup plus jeune, vers 9 ans par exemple. Voilà. Alors le titre d'anticorps persistant n'est pas bien établi, mais n'est pas forcément nécessaire pour l'instant. En fait, dès qu'il y a des anticorps, ça semble suffire. On a un très grand recul sur la vaccination actuellement. Cela va donc bénéficier à tous les cancers HPV induits, qui représentent à peu près 6% des cancers chez l'homme et la femme, col, vulve, vagin, pénis, canal anal, rectum, oropharynx. Rapidement, deux études très importantes, une méta-analyse de Drolet qui montre sur près de 60 millions de personnes suivies jusqu'à 8 ans l'impact de la vaccination quadrivalente ou bivalente dans les 9 ans qui suivent la vaccination. Et on remarque sur ces courbes, chez les jeunes filles, ici 15-19 ans, 20-24, 25-29, 30-39, vous voyez qu'il y a une diminution dans le temps après la vaccination des HPV 16, 18, des CN2, des verrues qui diminuent significativement, mais surtout chez les filles de moins de 20 ans. Voilà. Après, ça diminue beaucoup moins parce que les gens ont déjà rencontré les papillomavirus, les infections. Comme c'est un vaccin prophylactique, il faut être au départ naïf pour l'infection. Ceci est très important pour comprendre et établir un bon dépistage et notamment l'âge du début du dépistage, etc. Une étude non moins importante, certainement une des plus claires, actuellement une des plus puissantes, de l'EI, étude suédoise de près de 2 millions de femmes avec le Gardasil 4 qui recherchait le risque de cancer invasif. Et ils ont mesuré l'efficacité en vie réelle avant 17 ans. Avant 17 ans, c'est la courbe en verte ici, et entre 17 et 30, qui est la courbe en bleu, chez ces femmes vaccinées. Et il y a eu 19 cancers du col chez les femmes vaccinées, et mal vaccinées, et 538 femmes cancer du col chez les femmes non vaccinées. Et ça, c'est capital de montrer que si vous comparez les taux d'incidence, vous avez une réduction significative du cancer du col après vaccination de moins 88% si la vaccination est initiée avant 17 ans. Et d'environ moins 50%, moins 53%, vous voyez ici entre 17 et 30. Et là, vous avez les femmes non vaccinées et les cancers, l'incidence des cancers qui augmente avec l'âge. Voilà. Donc, très important d'être vacciné jeune, on ne le dira jamais assez. En France, on n'était pas bien vacciné jusque 2020, donc ça veut dire des chiffres de 2018. On avait à peu près 24% de couverture vaccinale, donc la honte totale par rapport à beaucoup d'autres pays européens comme l'Angleterre, la Suède, etc., le Portugal. Ça semble remonter un petit peu malgré l'épisode Covid où il y a eu une rechute. Et vous voyez qu'en 2020, pour les jeunes filles de 16 ans, vous avez ici une dose à 15 ans en rouge et le schéma complet en bleu. Et en 2020, on avait à peu près 32% de jeunes filles qui ont un schéma complet, celle qui était née en 2004. Et dans le grand test, on était un petit peu meilleur à 37%. Donc on semble remonter vers 40%. Alors il y a eu ce trou du Covid qui a fait chuter bien sûr les vaccinations. Donc espérons, soyons positifs, que nous atteignions un jour au moins 80% de vaccinés. Notons aussi que ce taux de couverture vaccinale est très dépendant des programmes et des protocoles. Quand les programmes sont bien structurés, gratuits, accès facilité, bon, on a vu l'impact des pharmacies, etc. Ça marche bien. L'école marche très bien aussi. Et vous voyez que tous ces petits S-schools montrent tous les pays qui vaccinent à l'école. Évidemment, nous n'en faisons pas partie, comme l'Italie, la Grèce, etc. Ce qui est bien dommage. Et quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays, canadiens et australiens notamment, l'Australie est en train d'éradiquer toutes les lésions précancéreuses et cancéreuses du col. Voilà. C'est très important de le dire. Alors, pour conclure, pour qui cette vaccination, finalement, vous avez compris, pour les jeunes filles et les jeunes garçons, c'est totalement efficace, c'est très important pour les garçons, mais comme la couverture des filles était insuffisante, il fallait bien faire les deux. Le but est d'augmenter l'immunité de groupe. En plus, on cible un seul groupe de préadolescents, filles et garçons du même groupe d'âge, c'est beaucoup plus facile. L'immunisation des filles protège les garçons indirectement et inversement. Et l'immunité de groupe, encore une fois, est toujours très importante, quel que soit le virus, mais ici, pour éliminer les types d'HPV persistants moins longtemps. Plus le virus est moins persistant, plus vite il est éliminé par l'immunité de groupe. Voilà, par exemple, le 45 est assez éliminé. Et il faut une efficacité vaccinale maximale pour éliminer les virus qui persistent le plus longtemps, comme les 16. Donc, tant qu'on n'est pas bien vacciné, les 16 persistent. Rappelons aussi que le vaccin induit
une réduction des traitements chirurgicaux au niveau du col, les conisations ayant un incident sur la fertilité, accouchement prématuré, faible poids du bébé, nombre de césariennes, etc. Donc, je rappelle que le 16, c'est le plus fréquent et le plus oncogène. Le vaccin réduit aussi 90% des verrues anogénitales, donc HPV non tumoraux, non oncogènes, qui sont un véritable fléau pour la sécurité sociale au passage. Voilà. Les nouvelles propositions, ce serait pour les femmes qu'on pourrait vacciner en post-conisation, c'est-à-dire qu'elles sont conisées, et on pourrait les vacciner juste après. En effet, ces femmes conisées ont un risque 5 fois plus élevé de faire un cancer après traitement par rapport à la population générale, risque de récidive dans les 2 ans, un risque élevé à long terme, correspondant en fait à une persistance du virus dans les tissus, et 20% des femmes restent HPV positives à 12 ou 36 mois. Bien sûr, chez les non-vaccinés, le plus possible. Alors pourquoi ça marche alors qu'on est en vaccin prophylactique? Eh bien, le fait de coniser, on va faire apparaître un tissu naïf pour l'infection, quasiment naïf, un tissu cicatriciel. On a un nouveau statut humain de cette muqueuse cervicale conisée qui est proche d'un micro-environnement HPV naïf, et l'arrivée massive d'anticorps éviterait les réinfections. Ceci est effectué en Catalogne où la vaccination est recommandée en post-conisation, à cause du risque de récurrence de ces lésions du col qui est ainsi réduit de 80%. En France, ce n'est pas encore recommandé et ça devrait arriver, nous verrons, dans le temps. D'autres recommandations, on peut bien sûr étendre la vaccination chez des femmes de 25 à 50 ans. Alors évidemment, elles ne seront pas naïves pour les infections, pas pour toutes, mais tout le monde n'a pas les 7 HPV oncogènes d'un coup. Donc même si vous aviez le 16, au moins vous êtes protégé contre le 18, 31, 33, etc. Voilà. Le vaccin est particulièrement efficace, c'est une étude relativement récente, chez des femmes déjà exposées aux HPV, donc ce qui est un petit peu le paradoxe par rapport à ce qu'on a dit avant, donc séropositives et qui sont redevenues ADN HPV négatives. Voilà, ça, c'est des choses à reproposer, à réétudier. Enfin, côté volonté de le faire, il n'y a pas de barrière majeure à la vaccination HPV dans l'opinion des femmes adultes suite à une étude européenne, COIR, à laquelle nous avions participé pour la vaccination. Et les femmes, quand on leur explique bien, elles étaient d'accord. Voilà. Alors, le cancer de l'oropharynx, c'est un sacré problème. Comme le cancer du canal anal. Alors, oropharynx, surtout HPV-16 chez l'homme et chez les femmes, avec le souci des rapports sexuels à transmission orale, plus tabac et alcool qui peuvent être concomitants. Il faut savoir qu'il y a une augmentation mondiale des cancers oropharyngés HPV-16 positifs. Ça augmente plus vite chez les hommes, et cette pathologie oropharyngée augmente énormément aux USA, et on estime que dans les années qui viennent, il y aura quasiment moins de cancer du col et beaucoup plus de cancers oropharyngés. Tant et si bien qu'en 2018, la FDA a approuvé le Gardasil 9 pour les hommes et les femmes de 27 à 45 ans. On retrouve notamment des anticorps dans la salive prouvant l'action du vaccin. Alors le cancer anal, c'est plus compliqué. Ça sent, de toute façon, le vaccin les protégera sans aucun doute, surtout si les petits garçons sont vaccinés jeunes, qu'ils soient plus tard hétérosexuels ou homosexuels, ils seront protégés. Alors c'est vrai que le dépistage du cancer anal est plus complexe, on n'a pas le temps d'en parler. En tout cas, il est important de cibler les populations à risque. Pour terminer, il y a un profil de tolérance bien établi dans près de 130 pays qui ont introduit les vaccinations HPV dans leurs programmes nationaux depuis 2006. Plus de 12 ans de recul, près de 400 millions de doses distribuées, avec des comités surveillant absolument les données de sécurité des vaccins. Donc on peut être extrêmement rassurant sur la sécurité de ces vaccins anti-HPV. De nouveaux vaccins arriveront, de nouvelles générations de vaccins prophylactiques. On a vu les particules L1, mais il y aura sans doute les L2, voire l'addition des deux, car L1 et L2 stimulent le système des anticorps cross-neutralisants. Donc ça veut dire que s'il y a 7 HPV au départ, il est possible que ça protège contre plus d'HPV. Et même si ce n'est pas à 100% pour les autres HPV du vaccin, c'est très utile. On a réduit les doses de 3 à 2. Si c'est fait jeune, attention, peut-être que ce sera 1. Il est sûr que pour des femmes qui ne voient jamais de médecin,
dans des pays en voie de développement et pour des femmes isolées, il vaut peut-être mieux un vaccin que rien du tout. Bon, pour l'instant, le minimum correct est de 2. Vaccin thérapeutique, très important aussi pour les femmes qui ont déjà des lésions. Le but est de développer une réponse immune à médiation cellulaire pour viser les cellules infectées et dégrader les oncoprotéines E6, E7. Ce sont donc les 2 antigènes à cibler principalement. D'autres types vaccinaux arrivent, quel que soit le virus, je vous dirais, ça pourrait être du corona, ou virus ou d'autres choses. Vaccin ADN, ARN, surtout ARN qui marche très très bien. Les vecteurs viraux recombinants, alors pour l'HPV, à base d'adénovirus associés, de la vaccine. Attention aux anticorps aussi contre les virus. Par exemple, si on vous fait un vaccin protecteur dans un support d'adénovirus, si vous faites des anticorps anti-adénovirus, vous détruisez le médicament, donc c'est un problème. Et attention au risque d'intégration de l'ADN si on a des virus, des vecteurs viraux plus complexes. Bon, tout ça a été étudié. Des vecteurs bactériens, sinon, qui stimulent bien l'immunité cellulaire et humorale, des vaccins peptidiques, protéiques, qui sont plus stables pour certains, même si l'ADN est très stable. Aussi des vaccins basés sur des cellules dendritiques. On peut imaginer, c'est même pas imaginer, c'est en train d'être testé des vecteurs recombinants qui pourraient être donnés par inhalation ou par voie orale, un petit peu comme en thérapie génique, et pourquoi pas combiner des vaccins prophylactiques avec des vaccins thérapeutiques, cela a déjà été proposé. Voilà, en conclusion, ces vaccins sont sûrs et efficaces, notamment Gardasil 9. Il y a un profil bénéfice-risque hautement favorable à la vaccination HPV chez les filles et garçons de 9 à 14 ans qui auront une meilleure immunogénicité parce qu'ils sont jeunes. Plus on est jeune, mieux ça marche. On peut être immunogène à moins de 3 doses, on l'a vu, 2 doses avant 14 ans. Il y a des cross-protections HPV décrites. Par exemple, si vous êtes vacciné contre le 16, 18, 31, bah vous serez aussi protégé contre le 33 et le 35, par exemple. Ce qui est valable pour le col est a priori valable pour les autres organes. Le but est d'augmenter l'immunité de groupe, en sachant qu'on peut proposer la vaccination aux gens plus âgés, mais ce n'est pas remboursé. Pas d'effet indésirable majeur, pas de preuve actuelle de l'augmentation de la prévalence d'autres HPV. On devrait avoir une diminution du nombre de colposcopies et de colonisation. C'est un long travail et il faut continuer à sensibiliser les mères, les pédiatres, les médecins généralistes qui acceptent de mieux en mieux le vaccin, heureusement. Rattraper la période Covid qui a été assez difficile et vacciner jeunes, je vous remets en gros ici, c'est vraiment ça la solution. Sachez qu'il y a beaucoup d'études de suivi vaccinal qui se poursuivent avec des registres de la vaccination, des programmes d'éducation médicale notamment. Tout est suivi, la prévalence des autres HPV qui ne sont pas dans le vaccin, l'immunogénicité du Gardasil 9, des vaccins en post-conisation, les études sont en cours. Il faut bien sûr adapter le dépistage à la vaccination. On est en pleine ère synergique dépistage-vaccination. Comme nous ne sommes pas assez vaccinés, il n'y aura pas d'éradication de cancer, et ça a été estimé avant les années 50 ou 70, alors qu'il faudrait être tous vaccinés. Voilà le problème, donc il va falloir continuer à manager les deux, dépistage et vaccination, jusqu'à ce qu'on y arrive. Attention à la diminution de la valeur prédictive des résultats HPV, grâce au vaccin pour le coup. Et il y aura d'autres marqueurs qui vont apparaître, comme on l'a vu tout à l'heure, très rapidement. On aura certainement des combinaisons de vaccins prophylactiques et thérapeutiques. J'espère que nous organiserons un jour la vaccination, pourquoi pas à l'école. Bien sûr, la logistique reste capitale, qu'il y ait un nombre de doses mondiales suffisantes à des coûts bas, des vaccins plus résistants qui peuvent être transportés facilement dans des pays chauds, par exemple, et faciliter bien sûr l'accès à cette vaccination. Et il existe une grande dynamique européenne actuelle. Vous retrouverez beaucoup de ces documents sur le site de l'INCa et de la Haute Autorité de la Santé. Il y a actuellement 6300 nouveaux cas de cancer HPV induit par an en France, dont 25% chez l'homme. Près de 94% des médecins généralistes sont favorables à la vaccination. Donc, vous pouvez aller sur le site de l'INCa, e-cancer, où vous tapez INCa et c'est facile à trouver. Voilà, merci de votre attention. Simplement pour dire que le but est d'éradiquer le cancer du col et tant qu'à faire les autres cancers HPV induits d'ici la fin du siècle. Merci beaucoup, professeur Clavel, c'est toujours très intéressant. Je vais donner la parole au docteur Bert. Oui. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis le docteur Aurélie Bertrand-Ruiz, donc médecin responsable du site des dépistages sur le site de la Marne. Donc, je vais vous présenter ce soir les modalités organisationnelles donc, de ce docu.
Alors tout d'abord, pourquoi c'est un candidat idéal au dépistage? Déjà parce que c'est un cancer d'évolution lente. C'est aussi une maladie grave qui touche les femmes jeunes et l'âge moyen au niveau du diagnostic est en effet de 53 ans. La survie, tout stade confondu, est en baisse et c'est l'un des seuls cancers pour lequel le pronostic se dégrade en France. Et on a un pronostic intermédiaire de survie nette en baisse à 5 ans qui est de 63% pour la période 2005-2010, alors qu'il était de 68% sur la période 83-93. C'est aussi la deuxième cause de mortalité par cancer avant 45 ans après le cancer du sein. C'est un cancer, donc, comme on l'a vu avec le professeur Clavel, qui est évitable grâce à la vaccination et au dépistage, grâce à 2 tests aussi qui sont validés par la HAS et qui sont accessibles, facilement acceptés donc, et disponibles. Avec des moyens donc, diagnostiques et thérapeutiques efficaces et des recommandations qui sont très complètes, qui sont parues et qui viennent d'être publiées par l'INCa et la HAS. Alors, c'est vrai que ce n'est pas le cancer le plus fréquent, puisque c'est le 12e cancer de la femme, mais malgré l'existence vraiment d'un dépistage efficace, il est quand même encore responsable de 3000 cancers par an et de 1100 décès. Si l'on regarde donc, la répartition donc, de ces tests de dépistage parmi les femmes, donc, dans la tranche d'âge, on voit qu'on a une inégale répartition, puisque dans 51,6% des cas, on a un rythme de dépistage qui est sous-optimal, c'est-à-dire des femmes qui ne font pas de dépistage ou des dépistages avec un intervalle de plus de 3 ans et demi. 40,6% font au contraire un surdépistage, c'est-à-dire qu'elles ont un rythme de dépistage, notamment entre 2 cytologies, qui est inférieur à 12 ans et demi. Et seulement 7,8% des femmes respectent strictement les intervalles de dépistage recommandés. Alors, si on regarde plus précisément le dépistage dans vos départements, alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une forte participation dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. En effet, l'Alsace faisait partie des départements pilotes qui ont donc commencé des programmes de dépistage dans les années 90, ce qui a permis d'augmenter la participation à plus de 60%. Dans les autres départements, alors c'est vrai que nous, pour le département de la Marne, je dirais qu'on s'en sort pas mal, mais on est toujours un département qui participe assez bien. C'est un petit peu moins bien pour la Meuse et la Haute-Marne, mais bon, on commence le dépistage et on espère pouvoir donc augmenter rapidement ces chiffres. Alors, plusieurs catégories de femmes ont été identifiées vraiment comme sous-participantes. Ce sont les femmes de plus de 50 ans et notamment les femmes ménopausées, probablement puisqu'elles arrêtent leur suivi gynécologique. Ce sont aussi les femmes qui sont en situation sociale défavorable, c'est-à-dire les femmes qui ont la complémentaire santé ou qui n'ont pas de mutuelle, des femmes qui sont migrantes. Ça peut être aussi des femmes en situation de santé défavorable, porteuses de comorbidités, maladies chroniques, en ALD, les femmes aussi qui sont en situation de handicap et qui sont donc des femmes plus difficiles à mobiliser dans ce dépistage. Et ce qu'on peut conclure quand même, c'est que 40% des femmes sont mal dépistées. Donc les modalités de dépistage, je les rappelle brièvement. Donc la population cible, ce sont les femmes de 25 à 65 ans inclus, qui n'ont pas eu d'hystérectomie totale, qui ont déjà eu au moins un rapport sexuel avec ou sans pénétration, y compris donc les femmes ménopausées, vaccinées contre HPV, puisqu'on l'a vu, ils ne protègent pas contre tous les HPV à haut risque, les femmes enceintes et celles qui ne sont pas suivies pour une lésion précancéreuse ou cancéreuse, puisqu'elles ont vraiment un suivi, elles, qui est spécifique. Donc les préleveurs autorisés, ce sont les gynécologues, les médecins généralistes, les sages-femmes et les médecins biologistes sur prescription médicale. Alors, les recommandations françaises, rapidement, elles sont issues de la Haute Autorité de Santé de juillet 2019.
Donc, le dépistage repose en fait sur le même prélèvement cervico-utérin, mais avec un test de dépistage en fait primaire qui est différent selon la tranche d'âge. Ainsi, pour la tranche d'âge 25-29 ans, il y aura la réalisation de 2 tests cytologiques à 1 an d'intervalle, puis d'un nouveau dépistage 3 ans plus tard, si le résultat, bien sûr, des deux premiers tests est normal. Pour la tranche d'âge 30 ans 65 ans, donc c'est la réalisation d'un test HPV tous les 5 ans, qui sera à débuter par contre 3 ans après le dernier dépistage par examen cytologique dont le résultat était lui aussi normal, ou s'il n'y a pas eu de dépistage cytologique antérieur, il pourra être réalisé immédiatement dès les 30 ans. Et donc, en cas d'anomalie du test HPV ou cytologique, il y aura donc un examen réflexe, donc cytologique ou HPV, qui sera réalisé à partir du même prélèvement. Alors, pourquoi une organisation de ce dépistage? Tout d'abord, pour augmenter la participation, parce que comme nous venons de le voir, plus de 40% des femmes ne sont pas bien dépistées. Et pour cela, donc le CRCDC va pouvoir adresser personnellement donc, aux femmes dans la tranche d'âge cible qui ne participent pas spontanément au dépistage un courrier les invitant à le faire. Alors, je dis bien qu'ils ne participent pas spontanément, puisque dans ce dépistage, et c'est vraiment la particularité du docu, nous recevons les actes des caisses d'assurance maladie ainsi que les résultats qui nous sont communiqués par les cabinets d'ACP ou les laboratoires d'analyse médicale, ce qui nous permet vraiment de cibler les femmes qui ne font pas de dépistage. Il y a aussi, on en a parlé, la possibilité de faire des autotests, en sachant bien sûr, et donc il y a un référentiel INCA qui a été publié au mois d'avril 2022, sachant que ces autotests ne sont pas utilisés en routine et qui doivent vraiment être réservés aux femmes qui ne se font jamais ou très insuffisamment dépistées, ou pour lesquelles le prélèvement cervico-utérin serait impossible. Alors j'ai repris là les invitations de relance que nous avons faites donc sur nos 3 départements. Alors nous avons envoyé au fin juillet donc des invitations sur les tranches d'âge des femmes entrantes, c'est-à-dire 25-29 ans, et uniquement pour l'instant les 55-65 ans. Les cas, nous réinviterons au mois d'octobre les 25-29 et nous élargirons donc aux 45-65 ans pour finalement au mois de janvier inviter toute la tranche d'âge, ce qui permettra de couvrir sur une année à peu près 4 campagnes de dépistage et les relances seront faites à 12 mois pour les femmes qui n'auront pas participé. Le deuxième but de l'organisation, c'est d'assurer le suivi des résultats qui ont été anormaux ou des HPV positifs. Et pour cela, nous recevons, comme je vous l'avais dit, les résultats de ces tests de dépistage. Et la particularité aussi, c'est que nous suivrons à la fois les femmes qui sont dans le dépistage organisé, mais aussi les femmes qui sont venues spontanément dans le dépistage individuel. Et je dirais la bonne nouvelle de cet été, c'est que après analyse de la direction des affaires juridiques des ministères sociaux, les CRCDC ont été considérés comme une équipe de soins et donc le consentement préalable de la femme n'a plus à être recueilli par les préleveurs et la vérification par les analystes pour la transmission des résultats. Donc tous les résultats devront nous être transmis et les femmes pourront, si elles le souhaitent, exercer leur droit d'opposition au traitement des données à caractère personnel a posteriori, et ça sur notre adresse RGPD. Le suivi donc, des positifs donc, se fera aussi par le CRCDC. Si nous n'avons pas reçu, en effet, si nous n'avons pas connaissance d'un suivi suite à un résultat positif, nous pourrons envoyer donc, un courrier au prescripteur afin qu'il nous donne les résultats et qu'on s'assure que le suivi a bien été réalisé pour cette femme. Et si en effet on s'apercevait que la femme n'a pas
donner suite à un dépistage positif, nous pourrions la relancer, et ça en accord avec le préleveur. Donc, en pratique, il y a donc 2 situations qui peuvent donc se présenter à vous. Soit la femme vient avec son courrier d'invitation, et dans ces cas-là, il faudra bien sûr vérifier avec elle qu'elle est bien éligible, remplir la fiche, la fiche de demande d'examen grâce à l'étiquette que vous pourrez coller sur le pavé d'identification. Effectuer le prélèvement et coller sur le prélèvement la petite étiquette, et la cotation donc en DO sera faite par l'analyste. Si par contre la femme est venue spontanément, il y a toujours possibilité de l'inclure dans le DO. Dans ces cas-là, il faudra pareil l'indiquer sur votre pavé d'identification. Et puis nous appeler pour obtenir le numéro de caisse d'affiliation, et ce afin que la femme puisse être que le prélèvement puisse être pris en charge intégralement. Pas le prélèvement, l'analyse puisse être prise en charge intégralement. Alors j'ai juste rajouté que il faut quand même la seule chose à effectuer, c'est quand même de bien afficher dans vos cabinets cette affiche de l'INCa qui reprend toutes les mentions RGPD, et donc les moyens pour la femme de s'opposer, si elle le souhaite, au traitement des données. Donc en cas de test positif, comme je le disais, si nous n'avons pas à notre connaissance reçu les résultats par les cabinets d'ACP ou les laboratoires, nous vous enverrons un questionnaire vous demandant les résultats des examens complémentaires, colposcopie, biopsie, conisation, curetage, et ce grâce à ce questionnaire, et ce dans les 6 mois si c'est un haut grade, dans les 8 mois si c'est dans les autres cas. Donc pour la femme, elle a bien sûr le choix de choisir le préleveur qu'elle souhaite. En cas de dépistage organisé, je le rappelle, il n'y aura une prise en charge à 100% que de l'analyse du test. La consultation et le prélèvement seront remboursés, eux, au taux habituel. Si la femme n'a pas réalisé ses examens, nous pourrons la relancer si le prescripteur y est favorable. Et vous pourrez retrouver toutes ces informations sur notre site internet dépistagecancer-ge.fr, sur le site de l'INCa, et je reste bien sûr à votre disposition pour toute question. Voilà. Parfait, merci beaucoup pour cette présentation très claire. On va passer la parole au docteur Picot, qui va nous présenter le critère de qualité du prélèvement et les comptes rendus de résultats. Donc, je suis Rémi Picot, pathologiste dans le cabinet Hippocrate à Reims, et donc je vais vous parler des critères de qualité du prélèvement et du compte rendu de résultat, en sachant qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites par les orateurs précédents, donc ça va aller assez vite. Suivante, s'il vous plaît. Alors, le prélèvement cervico-utérin, comme on vous l'a dit, ça regroupe en fait deux analyses, une analyse cytologique au microscope des cellules, et puis également donc, la recherche d'HPV au risque. Donc c'est un prélèvement, comme on vous l'a dit, qu'un acte médical. Seuls les médecins, quel que soit leur statut, hospitalier, libéral, en centre de santé ou en laboratoire d'analyse et de biologie médicale, et les sages-femmes peuvent le réaliser. Alors, pour cet examen, il y a des critères de qualité qui sont à respecter, et pour lesquels donc, vous avez donc, dans la petite fenêtre à droite un rappel histologique. Vous avez en fait une lèvre du col utérin, et vous avez en bas, je suis désolé du petit la flèche, mais vous avez un épithélium rose, qui est un épithélium très bien, malpigien pluristratifié, et vous avez en haut, dans le canal endocervical, un épithélium jaune, qui est l'épithélium endocervical, donc canal endocervical qui se continue par la cavité endométriale. Vous avez la zone de jonction entre l'épithélium rose et l'épithélium jaune, qui au départ est une jonction abrupte,
mais qui, avec l'âge, du fait des influences hormonales, des irritations, des inflammations, va se transformer en ce qu'on appelle une métaplasie malpighienne, c'est-à-dire que l'épithélium jaune endocervical va former à partir de ces cellules de réserve un épithélium malpigien qui va ressembler à l'épithélium exocervical rose. L'épithélium métaplasique, il est violet, hein, au centre. Et c'est cet épithélium métaplasique qui, lui, va être le plus susceptible aux infections par le virus HPV. Donc, pour l'analyse cytologique, un prélèvement optimal et qui doit comporter suffisamment de cellules malpighiennes, donc en bas au niveau de l'exocole, des cellules roses, qui doit comporter, si possible, mais ce n'est pas toujours facile parce que la zone de jonction est ascensionnée avec l'âge, des cellules endocervicales jaunes et ou des cellules malpighiennes métaplasiques violettes. Alors ça, Christine pourra me corriger, mais pour le typage HPV au risque, là, il semble que la sensibilité soit extrêmement forte, et donc on n'a pas besoin, ça on ne peut pas le vérifier, qu'il y ait des cellules forcément de la zone de jonction, et le virus, en général, colonise les cellules de l'épithélium malpighien exocervical également. Suivante. Alors, donc ça, on vous l'a déjà dit très largement. Donc, la première approche du frottis cervicuterrain, entre 25 et 29 ans, c'est la cytologie, qui sera complétée éventuellement en cas d'anomalie des cellules épithéliales, commençant par les ASCUS, c'est-à-dire les cellules atypiques de signification indéterminée, et se terminant par des lésions plus graves, qui pourrait orienter vers une lésion malpighienne de bas grade ou de haut grade, donc CIN1, CIN2, CIN3 si ça vous dit plus. Dans ce cas-là, donc, il sera complété par une recherche d'HPV au risque. À partir de 30 ans, c'est l'inverse. On fait d'abord un test HPV au risque, et si ce test est positif, en règle générale, donc on complète à ce moment-là par une analyse cytologique. Et l'intérêt, c'est qu'on utilise, donc, vous l'avez dit aussi, déjà les mêmes kits, quel que soit l'âge de la patiente. Suivante. Alors là, la liste des trousses, des techniques validées cliniquement avec leur milieu est consultable sur le site du Centre national de référence des HPV. Et donc, vous voyez qu'il y a deux milieux qui sont agréés avec de nombreuses trousses, donc, dont vous en parlé Christine, donc le milieu SynPrep, mais également un autre milieu qui s'appelle Surpat. Alors ça, donc, les trousses maintenant, sauf une, mais qui est la trousse historique, ont des témoins cellulaires qui sont donc indispensables pour apprécier la qualité du prélèvement et également pour être sûr en cas de typage HPV qu'il y ait quand même quelques cellules. Suivante. Diapositive suivante. Oui, pardon, ça bloque. C'est bon? Voilà. Donc là, là, il y en a 12 sur le site du CNR. Je ne vais pas vous la détailler, surtout que Christine vous en a déjà parlé. On peut voir la suivante encore. Vous voyez donc qu'elles détectent certaines, comme la troisième à partir du haut, c'est la technique qu'on utilise actuellement, détecte les ARN messagers, et d'autres, comme celles qui sont situées 2 étages plus bas, donc Roche-Cobas 6800 ou 4800, que utilisent les laboratoires, je crois, de biologie, utilisent également le centre hospitalier, détectent l'ADN. Voilà, avec donc une petite différence, c'est que la technique ARN donne un résultat global pour tous les HPV au risque, alors que les techniques ADN isolent les virus 16 et 18. Actuellement, dans les recommandations, il n'y a pas de modification de la prise en charge selon le type de virus au risque en cause. Mais cela peut éventuellement changer à moyen terme. Diapositive suivante. Voilà. Donc là, on peut passer. Alors, les critères de qualité de la fiche d'identification, vous avez à droite un modèle de fiche qui est proposé par le CRCDC Grand Est, que nous allons adapter également pour nos bons d'examen. Donc, vous avez les items indispensables, c'est évidemment le nom d'usage, le nom de naissance, le prénom, la date de naissance, l'adresse complète,
le NIR ou le numéro de sécurité sociale, les coordonnées du préleveur avec son RPPS, son numéro Amélie, l'adresse. Pour les renseignements cliniques, donc comme la date annuaire des dépistages, les dernières règles, évidemment les antécédents d'hystérectomie subtotale ou d'hystérectomie totale. Et ce qui est intéressant quand même dans ces nouveaux critères, ces nouvelles demandes, c'est le dépistage. Donc chez une femme de moins de 30 ans, vous demandez en premier lieu une cytologie. Et donc, on réalise un test réflexe, éventuellement, encore pas toujours, puisque dans le suivi, le test ne sera pas toujours fait. On fait donc la recherche HPV. Et chez les femmes de 30 à 65 ans, vous ne demandez pas une analyse cytologique, mais vous demandez d'abord un test HPV, et ultérieurement, donc on fera une analyse cytologique réflexe si c'est nécessaire. Vous verrez avec Frédéric Banchéry après les arbres de décision pour les suivis de traitement ou les contrôles après une lésion pré-néoplasique qui était diagnostiquée et pas forcément traitée. Et ça, il faudra que vous les connaissiez quand même un petit peu parce qu'il faudra que vous précisiez ce que vous voulez dans la suite, dans le contrôle de ces lésions. Si c'est une analyse cytologique ou si c'est un test HPV. Parce que dans les contrôles après, on n'est pas amené la plupart du temps à faire les deux tests. Donc il faudra à ce moment-là nous renseigner parce que nous n'avons pas forcément nous accès à tous les antécédents et on ne peut pas pour chaque dossier relire tous les antécédents. Bon, le type du prélèvement, donc c'est un prélèvement en général donc un peu plus bas, exocole ou endocole. Un prélèvement vaginal, on n'est pas dans la cadre du dépistage du frottis cervico-utérin, mais ça vous arrive évidemment d'en faire chez les femmes qui ont été hystérectomisées. Le mode de prélèvement, donc dans le troisième cadre avant la fin, c'est le milieu, donc le frottis en milieu liquide essentiellement, que l'on fait maintenant. Et comme vous l'a dit Christine, il arrive encore qu'il y ait des frottis sur l'âme qui soient effectués. Donc une analyse qui est plus compliquée à faire, qui peut se concevoir chez des préleveurs qui sont loin et pour lesquels il est plus facile d'envoyer de l'âme que d'envoyer un flacon par la poste. Mais ça nécessitera d'abord, en cas de cytologie positive, de refaire un prélèvement. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas adapté au dépistage des femmes à partir de 30 ans, puisqu'il faut faire un test HPV. Ensuite, la prise en charge de l'analyse à 100%, on vous en a parlé. Et vous avez enfin, dans le dernier bas, mention légale. Donc, on avait encore sur ces bons donc les deux cases à cocher. Savoir si la patiente était d'accord ou pas pour que ces données soient transmises au CRCDC. Maintenant, ça a disparu. Donc, Aurélie Bertrand vous a expliqué donc les modalités pour que les femmes puissent éventuellement s'opposer ultérieurement à la transmission de ces données. Suivante. Alors ça, bon, c'est la fameuse, voilà. Surtout quand les femmes ont eu une lettre d'invitation que vous envoyez, qu'elles ont une invitation à faire un dépistage organisé, n'oubliez pas de coller sur le bon, donc en bas à droite, l'étiquette à mettre sur la feuille de prélèvement en bas à droite, et à côté à gauche, à coller également la même étiquette sur le flacon que vous allez nous adresser. Suivant. Voilà, ça nous permettra de mettre les bonnes cotations CCM ou NGAP pour les biologistes et donc d'éviter de faire que l'on soit remboursé directement par la sécurité sociale et d'éviter que les patientes n'aient à payer l'analyse du frottis cervico-utérin. Une précision cependant, les actes ultérieurs qui découleraient de cette analyse du frottis cervico-utérin, donc la biopsie, en particulier les biopsies de col, eux ne sont pas pris en charge et donc les patientes auront à payer cet acte avant d'être remboursées. Voilà, diapositive suivante. Donc le compte rendu cytologique, il va évidemment mentionner le nom de la structure ACP ou du laboratoire d'analyse de biologie médicale, le numéro du compte rendu, le signataire, la date de validation, les renseignements cliniques, si on les a eus, la description technique, soit étalement, mais je l'ai mis entre parenthèses parce que maintenant ça ne se fait pratiquement plus, le milieu liquide, donc préciser le nom du fabricant, donc
On utilise souvent la technique de SIMPREP, donc c'est logique, mais il y a d'autres techniques pour le frottis, l'analyse cytologique. La coloration, c'est toujours la coloration de Papa Nicolas. Suivante. Donc, une description brève, facultative, que l'on fait souvent, c'est-à-dire qu'on dit ce qu'on a vu comme cellules. D'abord, s'il y a eu des cellules malpighiennes, s'il y a eu des cellules cylindriques endocervicales, et s'il y avait des cellules malpighiennes métaplasiques. La présence de cellules endocervicales et cellules malpighiennes métaplasiques témoignant d'un prélèvement fait au niveau de la jonction. Donc, on donne d'abord la qualité du prélèvement. Soit il est satisfaisant pour l'évaluation, donc s'il y a suffisamment de cellules malpighiennes, donc 5000, évidemment, on ne va pas les compter, mais on a des abacs visuels qui nous permettent d'apprécier la cellularité du frottis, et s'il y a ou pas, donc, comme je vous l'ai dit, la présence ou l'absence de cellules de la zone de jonction. Ce frottis pourrait être pour l'analyse cytologique, non satisfaisant pour l'évaluation, s'il y a trop peu de cellules malpighiennes, ou bien si plus des 3/4 des cellules ne sont pas interprétables du fait d'une cytolyse, donc elles sont détruites et les noyaux ne sont pas analysables, ou si elles sont cachées par les hématies ou par des cellules inflammatoires, et également du lubrifiant qui peut masquer les cellules. Enfin, s'il y a un certain nombre, plus de 25... s'il y a les cellules, moins de 50% des cellules sont analysables, c'est considéré comme satisfaisant, mais il faut signaler donc que c'est limité par l'interprétation est un petit peu limitée. Suivant. Alors la catégorie, donc nous ce que l'on rend actuellement, c'est que donc soit c'est un frottis qui va être non satisfaisant pour l'évaluation, soit il est négatif pour une lésion intra-épithéliale ou maligne, c'est-à-dire que c'est un frottis qui est normal ou qui n'est pas considéré comme pathologique, en sachant que ceci, c'est, quand on dit frottis normal, c'est normal dans le sens qu'il n'y a pas d'anomalie des cellules qui font préjuger la présence d'une lésion précancéreuse. Mais un frottis sur lequel il y a une mycose, par exemple, ou l'actinomycèse, sera considéré comme normal. Et puis positif pour lésion intraépithéliale ou maligne, ou alors frottis anormal, à ce moment-là, donc ça veut dire qu'il y aura des explorations complémentaires à faire. Et jusqu'ici, donc on utilisait, donc c'est le 3e paragraphe à la fin, on donnait le compte-rendu à la patiente, selon, ou pas selon la conduite à tenir, selon la demande du prescripteur, et vous donnez, ce dont on vous a parlé tout à l'heure, les 3 recommandations officielles qui permettent de dire la conduite à tenir en fonction de l'âge du patient des tests qui ont été réalisés. Alors, il se trouve qu'il y a quelques semaines, on a reçu un message de l'INCa qui nous demande qui est une recommandation, d'aller plus loin et dans le compte-rendu qui est adressé aux patientes, de redire plus précisément la conduite à tenir, donc soit frottis à refaire 3 à 6 mois plus tard en cas de frottis non satisfaisant, soit s'il est normal, refaire un nouveau dépistage dans 3 ans ou 1 an si c'est le premier dépistage. Et puis, si c'est une lésion qui est plus importante, à partir d'un ASCUS ou bien si c'est un test HPV positif avec un examen cytologique réflexe, qui est normal ou anormal, il faut contacter le médecin ou la sage-femme. Alors ça, c'est arrivé tout récemment, il faut qu'on en discute avec nos éditeurs de logiciels, parce que c'est pas simple à faire, à automatiser, parce qu'on ne peut pas le faire manuellement pour chaque frottis. Et puis, il faut qu'on en rediscute également avec le CRCDC Grand Est. Voilà, tout en bas, vous avez la notion de code handicap, pardon, c'était celle d'avant. Notion de code handicap, c'est les codes qu'on utilise en anatomie et cytologie pathologique pour coder le type de frottis, le type de lésion. Et c'est ces codes que l'on transmet dans des fichiers Excel au CRCDC Grand Est tous les mois pour avoir un recueil exhaustif des frottis et des actes complémentaires, biopsie, conisation, qui ont été faits pour les patientes. Suivante. Le compte-rendu HPV, ben là je vais aller très vite parce qu'en fait, Christine vous en a déjà parlé, donc la simple chose que j'ai à rajouter, c'est que parfois
Donc, comme il y a maintenant tous les tests ont des contrôles de cellularité, parfois on aura un test HPV au risque non interprétable du fait d'une trop faible cellularité. Et dans ce cas-là, il faut évidemment refaire le test. Suivante. Alors, l'autoprélèvement vaginal, écoutez, c'est pareil, on vous en a largement parlé, donc je ne vais pas redétailler. Là, en sachant qu'il est donc simplement pour les femmes qui ne sont pas accessibles au dépistage et ou donc qui ont un handicap ou qui ne peuvent pas avoir un prélèvement cervico-utérin fait normalement. L'important, là, il faut absolument avoir pour ces tests d'autoprélèvement un contrôle de cellularité, évidemment. Et puis, suivante, ces tests, diapositive suivante, voilà. Donc vous avez la liste, voilà, donc vous avez la liste ici. Ces tests ne peuvent pas utiliser une technique pour la recherche d'HPV risque, une technique par PCR, et non pas par amplification du signal comme c'est celle que nous avons, mais que la plupart des autres techniques utilisent, parce que la technique par amplification du signal, pour l'instant, n'a pas prouvé qu'elle soit suffisamment sensible. On n'a pas parlé des autoprélèvements urinaires parce que, Christine aussi mieux que moi, c'était évoqué au départ, mais finalement, pour l'instant, la HAS ne recommande pas l'utilisation des autoprélèvements urinaires pour la recherche d'HPV primaire. Voilà, je crois que j'ai fini et voilà, je suis à votre disposition pour toutes vos questions. Merci beaucoup, c'était à nouveau une présentation très claire. Eh bien, on va donner la parole au docteur Bonchéry pour la dernière présentation. Il s'agit de la prise en charge d'un résultat de frottis et ou de test HPV positif. Bonsoir à tout le monde. Est-ce que vous voyez la présentation? C'est parfait. Parfait. Donc, la prise en charge d'un résultat frottis et ou HPV positif, c'est quand la situation est donc pathologique. Alors, qui est concerné, on l'a déjà dit, je vais aller donc très vite. Pour une patiente inférieure à 30 ans et supérieure à 25 ans, un dépistage par frottis uniquement, donc le frottis est au moins ascus HPV positif. Et au-dessus, c'est les frottis dysplasiques, bas grade et haut grade. Pour une patiente de plus de 30 ans, c'est un HPV+, qui entraîne une cytologie réflexe et un résultat qui est au moins ascus ou dysplasique. J'incite bien sûr de ne pas commencer trop tôt les frottis, pas avant 25 ans, parce que sinon c'est des situations pour nous qui sont inextricables, qui deviennent parfois inextricables sur des patients qui sont beaucoup trop jeunes pour être dépistés. Quand? Eh bien, lors d'un dépistage individuel après 25 ans jusqu'à 65 ans, puis tous les 3 ans et 5 ans. Je ne vais pas reprendre ce qui a déjà été dit, ça a déjà été répété plusieurs fois. Tant que l'anomalie virale, HPV+, et ou cytologique, dysplasique, n'a pas disparu, tant qu'en fait l'épisode viral ne s'est pas guéri. Et toute la vie pour les dysplasies sévères, c'est-à-dire les patientes qui ont été traitées pour des dysplasies sévères. Avec l'obstination, mais en étant rassurant, parce que la contamination par l'HPV est très fréquente dans la population, avec des clairances virales qui sont parfois longues. Nous, on l'observe lors de nos consultations. Il faut être rassurant. Ces dysplasies sévères sont peu fréquentes dans la population générale. Donc, on a des HPV qui sont arrivés maintenant depuis août 2020, puisque le paradigme a changé à partir d'août 2020. Avant, on était sur des dépistages cytologiques et on est passé sur des dépistages viraux qui sont certes plus précis, mais parfois plus intéressants à utiliser pour dépister les anomalies, mais parfois stressants pour nos patientes. Alors, comment? En dessous de 30 ans et au-dessus de 25 ans, le frottis va dépister, et c'est la colposcopie et la biopsie qui affirment. C'est un peu ce qu'on faisait avant 2020, quand le paradigme a changé. La surveillance, elle est simple, et la chirurgie, elle est relativement rare, les colonisations sont relativement rares en dessous de 30 ans. Au-dessus de 30 ans, l'HPV va alerter, la cytologie va orienter, va parfois rassurer sur une cytologie normale, et la colposcopie et la biopsie va affirmer. Il va y avoir une surveillance et une chirurgie un peu plus fréquente, elle est surtout recommandée dans les hauts grades. Alors ça, c'est l'arbre des recommandations AK, qui amène souvent finalement à une colposcopie. Dès que la situation est anormale, comme on l'a vu dans les premières diapositives, ça va être du travail de gynécologue à ce moment-là.
Sinon, on peut aussi utiliser cet outil. C'est les recommandations du Collège national des gynécologues obstétriciens français qui se téléchargent et en fonction de l'âge de la patiente, quelques renseignements à sortir la conduite à tenir. C'est un outil qui est relativement simple à utiliser, rapide, et que au départ nous avons pas mal utilisé pour simplifier ces arbres de diagnostic qui sont parfois difficilement compréhensibles. Pourquoi? Mais parce que le poids du cancer du col, ça c'est une très très vieille diapositive et qui date de 2002. À cette époque-là, il y avait plus de 6 millions de frottis réalisés. À peu près 225 000 étaient des frottis anormaux. On avait 58 000 biopsies. Et puis, dedans, on trouvait à la fin pratiquement entre 3 000 et 4 000 cancers. Actuellement, c'est plutôt 4 000 cancers. Moi, j'ai fait une petite étude de notre base de données. Dans notre base de données, sur les 20 derniers mois, c'est-à-dire du 1er janvier 2021 à août 2022, pour les âges supérieurs à 30 ans, c'est-à-dire les décades qui commencent à être pertinents pour le cancer du col et les hauts grades, on a fait quasiment 25 000 frottis sur le site, 25 000 frottis ou prélèvements HPV sur le site de Besançon. Eh bien, 1,5% de ces HPV, enfin de ces examens, étaient positifs et ça représentait 1,5% d'HPV positifs. Donc, ça représentait 2204 patientes pour les patientes supérieures à 30 ans. Et on peut calculer qu'à peu près 10% de ces patientes présentent des lésions de haut grade ou vont présenter des lésions de haut grade au colposcopie que nous sommes censés leur faire. C'est-à-dire à peu près entre 200 et 300 patients. Comment on va prouver que c'est une lésion de haut grade? On va leur faire une colposcopie. La colposcopie, c'est l'examen. Le colpos, c'est le vagin. Donc, c'est l'examen du vagin et du col avec des loupes à grossissement. On utilise soit des loupes normales, c'est-à-dire des colposcopes, soit des loupes maintenant vidéo, en pouvant prendre des photos de ce col sans préparation, en haut à gauche, avec acide acétique, et on va rechercher des lésions qui blanchissent sous acide acétique. Ensuite, on va faire un col après du col, qui va permettre de bien limiter la zone de jonction exocol-endocol pour pouvoir bien cibler les lésions. Cet examen sous loupe va orienter des biopsies qui vont permettre de faire le diagnostic de dysplasie de bas grade, de haut grade et parfois malheureusement de cancer in situ ou de cancer invasif. Cette colposcopie doit donner lieu à un compte rendu qui permet en fait de progresser au fur et à mesure de l'exercice du colposcopiste. Parce qu'en fait, c'est l'œil qu'on entraîne et à force de revenir sur ces résultats, en clair, on reçoit nos résultats de biopsie. Parfois, ces résultats sont pas cohérents par rapport à ce qu'on a comme alerte. Par exemple, un frottis de bas grade et finalement, cette biopsie sort en CIN3 alors que la colposcopie finalement était plutôt rassurante ou l'inverse. Et c'est comme ça qu'on progresse en faisant des schémas qui permettent, lors de la remise des résultats à la patiente, d'être pertinents. Les limites de la colposcopie, c'est le matériel, il faut du bon matériel, ça c'est sûr, c'est l'opérateur, il faut qu'il soit entraîné. C'est malheureusement la patiente ménopausée parce que ces lésions naissent souvent à la jonction exo-endocol. Et le problème de la patiente ménopausée, c'est que sa jonction exocol-endocol a tendance à rentrer dans l'endocol. Tout ce qui va rentrer dans l'endocol, pour nous, c'est plus du tout explorable. La grossesse, parfois aussi, induit des images bizarres, des images inquiétantes sur un col, et il est très difficile, on le sait comme opérateur, de réaliser des colposcopies sur des femmes enceintes. Et la patiente déjà opérée de son col. Et c'est là qu'il faut, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop dépister trop tôt ces anomalies, en tout cas pas avant l'âge de 25 ans, parce que nous avons sorti un dossier lors de la dernière accréditation des gynécologues, patiente suivie sur 10 ans, qui avait été dépistée vers l'âge de 20 ans, avant que les nouvelles recommandations tombent, et qui a été colisée 2 fois. Au bout de 2 fois, le col est inexploitable, la colposcopie c'est inexploitable, et cette patiente est restée HPV positive. Heureusement pour elle, elle a fini par se négativer, mais ça, de temps en temps, ce sont des situations extrêmement stressantes pour ces jeunes patients. Donc, pas commencer trop tôt, et la colposcopie va prouver, certes, la conisation, on va le voir, c'est un geste qui est thérapeutique et diagnostique. En retirant une pièce chirurgicale du col, là, la
photo, c'est une grosse conisation. On va pouvoir retirer et traiter, c'est-à-dire traiter et savoir effectivement à combien s'éloigner, combien il y avait de lésions, dans quel cadran, est-ce que les berges d'Exérès sont saines, et est-ce qu'il s'agissait bien d'un CIN1, CIN2, CIN3, et parfois un micro-invasif, comme sur cette image. Donc, les conisations, c'est ce que nous faisons. J'ai sorti le nombre de conisations que nous faisons à Bézanne en 2018 et 2021 pour être à des années comparables. En 2018, nous avons ouvert le site. Nous étions 16 gynécologues, nous sommes maintenant pratiquement 20, je crois. Nous avons fait 291 conisations en 2018 et pratiquement 391 en 2021. Ce qui correspond bien à ce que je vous ai dit. Globalement, on tourne à 200, 300 sur notre propre dépistage. Après, il y a les patients qui nous sont adressés. Et on a quand même des conisations qui ont été faites en 2018, par exemple, pratiquement 10% de conisations où on n'a pas retrouvé de lésions. En 2021, 5% seulement. On va tomber sur un taux d'invasif sur 291, voire 391 conisations, qui sont relativement stables. 9 en 2018 et 14 en 2021. Celle-là, on aurait, avec un dépistage, on va augmenter en pertinence, puisque c'est le but de cette soirée, avec des vaccinations qu'on va promouvoir. J'espère que ça, on en verra de moins en moins, parce que ça, c'est une situation où la conisation ne permet plus de traiter dans la majeure partie des cas. Et c'est là qu'on va entraîner de la chirurgie lourde, de la radiothérapie, parfois de la chimiothérapie, qui vont mutiler ces femmes. Donc l'enjeu, il est là. C'est ces 14 femmes en 2021, et c'est ces 9 femmes en 2018, en tout cas pour le plateau de Lausanne, et c'est à peu près 4000 femmes en France qu'il faut arriver à préserver, parfois à les chercher, à les convaincre de faire un dépistage pour pouvoir faire ces colposcopies, puis ces conisations s'il y a besoin d'en faire. Donc, le dépistage individuel et organisé, je vais renforcer les portes ouvertes, c'est ce que je viens d'entendre, c'est le seul capable de faire baisser l'incidence du cancer du col et de la morbidité des traitements. Le test HPV, c'est l'outil du tri du risque. Ce lié au patient, c'est qu'on remonte à la racine du mal. C'est-à-dire, en fait, le fait d'être contaminé avec un HPV en soi n'est pas très grave. Le fait de rester contaminé et d'avoir des anomalies sur le col, des anomalies cellulaires sur le col, ça commence à être important. Et le fait de ne pas traiter ces anomalies-là, c'est criminel, quelque part. Donc, l'HPV n'est pas un MST ni un cancer. Il faut quand même rassurer. Il faut de la rigueur, en fait. C'est un outil de diagnostic, la colposcopie, pour nous. Ça doit être fait avec bienveillance, parce que sinon, si vous traumatisez une femme sans lui expliquer ce que vous faites, sans lui montrer, parce qu'avec une caméra vidéo, maintenant, on peut lui montrer sans que, et que, en fait, on travaille sur des surfaces d'à peine 2 ou 3 cm². Il faut du rigueur dans la suivi jusqu'à la guérison. Et en parlant de vaccination, moi je propose depuis maintenant 2 ans la vaccination des patientes que j'ai conisées pour des hauts grades, des CIN2, des CIN3, pour éviter la récidive. Je suis hors recommandation et je pense que c'est avec le vaccin monovalent, ces patients sont parfois des femmes jeunes qui peuvent avoir d'autres partenaires qui peuvent être à nouveau contaminés par d'autres vaccins, par d'autres virus, pardon. Oui, mais le test HPV est très sensible, parfois trop. Effectivement, on dépiste beaucoup. Et nous, quelque part, on s'est fait un petit peu submerger au départ sur les demandes de colposcopie. L'HPV 16-18 positif n'a pas la même valeur que les 7 autres oncogènes et certains panels, j'en ai discuté avec mes collègues anatomopathologiques, certains panels qui sont positifs, qui rendent une positivité sans discrimination du 16 et du 18, pour nous, c'est limitant. Parce que, effectivement, on n'a pas la même attitude avec un HPV 16 qu'avec un autre HPV. Les limites de la colposcopie, c'est les patients déjà traités par une conisation et qui vont avoir un HPV qui persiste. Et la colposcopie, là, à ce moment-là, est prise en défaut. Effectivement, ça induit pas mal de stress dans la population. Il faut savoir rassurer, expliquer.
Et au départ, moi, j'ai vraiment cru qu'on allait augmenter les gestes thérapeutiques inutiles sur des patients de plus en plus jeunes, surtout avec l'HPV. Donc, il y a une phase de transition avec cet HPV, ce paradigme qui a changé par rapport à la cytologie qui dépistait avant, et une phase de transition aussi par un dépistage individuel, qui était des patients qui prenaient rendez-vous, qui se prenaient en charge, versus le dépistage organisé qu'on a vu arriver et que moi, j'encouragerais toujours, c'est clair. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, c'était très clair. Alors, on va passer à la partie questions-réponses que je propose. Alors déjà, est-ce que vous pouvez juste départager votre présentation, docteur Banchéry? Et puis ensuite, je propose... Voilà, c'est bon? Oui, parfait. Et je propose aux intervenants d'allumer leur caméra pour que ce soit plus convivial. Donc, je vais me faire le porte-parole des participants et je vais vous proposer leurs questions. Alors, une première question, est-ce qu'il est recommandé de conserver un examen gynécologique sans test HPV dans l'intervalle des 5 ans? Mais je crois que c'est une question pour moi, ça. Disons qu'en fait, fort heureusement pour mon métier, il n'y a pas que l'HPV dans la vie. Il y a la contraception aussi, il y a la prévention mammaire, il y a toutes les douleurs, etc. Donc, alors, quelque part, moi, je vais avoir une réponse faussée parce que je suis surtout gynécologue chirurgien, donc, et je fais de l'oncologie gynécologique. Donc, mes patients, j'ai tendance à les voir en surveillance pour tout ce qui est oncologie, une fois par an au minimum, en surveillance. Après, les patients que je suis de manière systématique, ça va plutôt être tous les 2 ans, effectivement tous les 3 ans, s'il n'y a pas besoin d'une contraception, par exemple un stérilet ou une ligature qui a déjà été faite, ou pas de demande. Là, je ne vais pas forcément, s'il n'y a pas de facteur de risque, je ne vais pas forcément aller l'obliger à faire une consultation tous les ans. La plus-value médicale de telle attitude, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance et pour elle non plus. Mais effectivement, surtout que pour l'HPV, la réponse est ben non, il n'y a pas besoin de voir le gynécologue. Et alors justement, après 65 ans, quelles sont les recommandations de dépistage individuel? Tout dépend de la patiente. Si elle est immunodéprimée, si elle a déjà fait... Alors, si c'est une patiente qui a déjà fait un haut grade, qui a déjà été traitée pour un haut grade, sans surveillance, pour paraphraser un expert qui a présenté au collège des gynécologues, c'est toute la vie. Toute la vie, parce qu'elle a une immunité personnelle qui l'expose à des lésions HPV induites. Donc, plus de 65 ans avec des antécédents de haut grade, j'aurais tendance à continuer, à titre personnel, son dépistage individuel et la persuader de continuer à le faire. Après 65 ans, la vie, c'est devenu un petit peu... Il y a des partenaires maintenant, il y a des partenaires après 65 ans. Moi, j'ai des patientes qui divorcent ou qui perdent leur compagnon, etc. Effectivement, moi, j'aurais tendance à continuer la surveillance, peut-être pas aussi... après 65 ans avec un HPV négatif, mais si elle a une nouvelle vie, en tout cas en termes sexuels et partenaires, j'aurais tendance à lui faire un HPV 5 ans après. Alors, en ce qui concerne le co-testing, on voit encore beaucoup de co-testing en dehors des recos. Est-ce qu'il y a des conduites à tenir particulières en fonction de l'âge de la femme? Est-ce qu'il faut quand même en faire ou pas? Normalement, non. Et on suit le dépistage. Après, comme disait M. Banchéry à l'instant, tout dépend de la situation. On peut toujours faire des tests complémentaires si le médecin, le gynécologue a un doute, connaît le passif de sa patiente. On peut toujours rajouter tous les tests de la planète. Je dirais même que ce n'est pas très important si on n'est plus que sur 1 ou 2 ou 3% des femmes au total. Hein. Voilà. Donc, mais normalement, on ne doit plus faire de co-testing. Pourquoi on ne fait plus de co-testing? Parce que il y a beaucoup de frottis normaux HPV négatifs, tout simplement. Et beaucoup d'études ont montré que dans ces frottis normaux HPV négatifs, il n'y avait quasiment pas de cancer, c'est des choses extrêmement rares. Alors après,
on trouvera toujours des cas de chasse, et ça n'a pas été retenu, enfin si vous permettez l'expression, quand même pas trop, mais ça n'a pas été retenu pour le dépistage. C'est une question de coût aussi. Mais au moindre doute clinique, anaparte, tout ce que vous voulez, on peut toujours faire d'autres tests moléculaires, HPV complémentaires, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà. Ça, c'est toujours possible. Alors, concernant les autoprélèvements, est-ce qu'il est envisagé d'envoyer directement les autoprélèvements aux femmes non répondantes aux invitations? C'est Aurélie qui peut. Peut-être oui, c'est ce que j'allais dire, docteur Bertrand. Je crois qu'il y a des CRCDC qui sont en train justement de faire une étude expérimentale pour l'envoi chez donc en effet les femmes non répondantes avec la relance de l'invitation. Mais pour l'instant, on n'a pas de consigne pour les autoprélèvements. Alors, en parlant d'invitation justement, est-ce que l'invitation au dépistage tient lieu d'ordonnance? Étant donné que le prélèvement est fait par le médecin, oui, sauf il y a juste une particularité, c'est pour les médecins biologistes, pour lesquels, en effet, il faut une prescription médicale pour qu'ils réalisent le prélèvement cervico-utérin. Et par rapport à la prise en charge des frais, sur l'invitation, il est noté examen pris en charge sans avance de frais. Comment faire sur la FSE? Moi, j'avoue que la FSE, je ne sais pas trop les choisir, mais vous devez savoir. C'est la feuille de soins électronique. D'accord. Étant donné qu'il n'y a que l'analyse qui est prise en charge, il n'y a que le laboratoire de biologie médicale ou l'ACP qui peut coter une prise en charge à 100%. Le médecin, il cote sa consultation normalement. Alors, je peux répondre à ça, parce que étant clinicien, je le fais. En fait, c'est exactement ça. En gros, la feuille que reçoivent les patientes va prendre en charge gratuitement les frais que représente l'analyse, la recherche de l'HPV, ou la cytologie, la cytologie plus l'HPV en fonction de ce qui est demandé par le prescripteur. Et ils sont pris en charge en fonction de leur statut. Une patiente qui est CMU sera prise en charge totalement gratuitement. Une patiente qui a des cas usuels, des consultations habituelles chez les professionnels de santé. Et quand nous, on a une feuille avec un dépistage organisé, on transmet à la caisse un code spécial qui fait qu'on est remboursé directement par la caisse. Et donc, FSO, c'est nous qui la transmettons. Mmh. Parfait, merci. Alors, docteur Picot, je pense que c'est pour vous. Comment est-ce que toutes les patientes reçoivent les résultats? Et sinon, comment suivre une patiente qui a fait des frottis mais n'a pas eu ces résultats? Alors, en fait, là, c'est très, très, très discuté. Nous, on a pris le parti de suivre le souhait du préleveur. Donc, le préleveur met sur le bon s'il souhaite que les résultats soient adressés à la patiente. Et je dois dire que dans la grande majorité des cas, c'est le cas. Et ça ne me choque pas outre mesure, mais si ce n'est pas le cas, eh bien, en fait, actuellement, je vous l'ai dit, de toute façon, si la patiente ne reçoit pas son résultat, c'est de toute façon au préleveur de la prévenir si le résultat est anormal. Comme je vous l'ai dit avant, il y a une nouvelle pas une directive, mais il y a l'INCa qui fait une recommandation comme quoi maintenant il faudrait faire un courrier complémentaire à la patiente sans lui donner son résultat forcément, mais en disant qu'il faut qu'elle reconvoque son gynécologue, enfin son médecin préleveur. Mais pour nous c'est compliqué, donc il faut qu'on mette ça en place, mais c'est pas facile du tout. C'est pas facile. Alors, pour nous, ça a été mis en place quand j'ai vu arriver le dépistage par HPV. J'ai réagi avec mon éditeur informatique quand j'ai fait créer en fait des alertes. Le plus grand danger dans tous les services de gynécologie de France et du monde entier, il y a des résultats de dysplasie et d'HPV positifs qui arrivent et qui ne sont pas lus, voire qui sont rangés dans les dossiers, sans réaction, sans conduite à tenir par rapport à la prise en charge. Donc le premier
des sécurités que nous on a mis en place et que j'encourage ceux qui font des frottis à faire, c'est déjà d'être sûr de voir vos résultats. En gros, vu la masse pour nous, ça représente 1200 examens par mois. 1200 examens par mois, c'est énorme. Je mets au défi quiconque de savoir à qui il a fait un frottis quand il en fait beaucoup. En gros, il faut quand même avoir un cahier, il faut quand même soit avoir un tableur, soit avoir n'importe quoi pour dire au moins le résultat il est rentré. Donc nous, on a fait ça de manière informatique, c'est-à-dire quand on imprime un bon, on déclenche une alerte dans notre logiciel qui dit au bout d'un mois où il est passé le résultat. Il faut avoir déjà au moins ce résultat. Après, il y a différentes alertes parce qu'on a peaufiné le système au fur et à mesure. Avec, quand l'HPV est positif, il demande une conduite à tenir et il envoie directement un courrier. Et si on n'a pas de nouvelles, parce que la plupart du temps, en fait, vous l'aurez compris, un HPV positif, et ben c'est ou une dysplasie sur un col avec un résultat de frottis anormal, c'est une colposcopie à programmer. Donc la deuxième alerte chez nous, c'est voilà, on lui a envoyé un courrier et la colposcopie n'est toujours pas faite. Elle n'est toujours pas faite, alors là on s'est laissé une durée de 3 mois. Au bout de 3 mois, si elle n'est toujours pas faite, la patiente, elle arrive dans une liste d'échéances et on peut les cibler comme ça. Et j'ai une patiente, ça fait 4 ou 5 fois que je la relance, rien à faire, je lui ai envoyé un courrier à son médecin traitant, etc. J'ai plus de nouvelles, plus du tout. Donc c'est toujours très inquiétant parce que c'est ces patientes, quand on sait quels sont les groupes dans lesquels ils vont naître les cancers du col, si on n'arrive pas à être, c'est la rigueur qu'il faut pour la prise en charge, si on n'arrive pas à appliquer cette rigueur, c'est là que le biais de dépistage intervient. On peut les dépister, mais à un moment, il faut les traiter, il faut les prendre en charge. Donc, par exemple, si vous avez un résultat anormal, là, moi, je fais de la téléconsultation, tous les résultats anormaux, je les mets en téléconsultation, je leur dis qu'il faut faire une colposcopie, telle date, etc. Nous prenons rendez-vous, on commence à les rassurer. Ou alors, quand j'ai fait une colposcopie, tous les résultats sont remis à la patiente en téléconsultation en disant il faut que je vous vois pour organiser un geste, etc. Ça permet de faire une boucle vertueuse, une boucle de rigueur qui permet de dire à la patiente voilà, vous êtes prise en charge, là c'est rien, c'est juste quelque chose qu'on va apprendre qu'on va accompagner dans sa guérison. Vous êtes une population à risque, on va simplement voir que vous vous guérissez, dans l'immense majorité des cas, vous vous guérissez tout seul. Et ça rassure. Mais le biais, c'est déjà de récupérer vos examens. Donc à partir du moment où vous lancez dans les frottis, il faut que cette patiente elle ait son résultat et que vous voyez son résultat. C'est ça le plus compliqué à construire, surtout dans des systèmes informatiques où on rentre énormément de données. Voilà. Bon, ça c'est parfait, c'est la solution idéale. Et je veux dire que bon, vous avez également un autre moyen, c'est le CRCDC Grand Est, justement, qui reçoit tous les frottis qu'on analyse et toutes les biopsies, et qui, comme vous l'a dit Aurélie tout à l'heure, normalement, un système d'alerte également. Donc là, on a quand même deux sécurités. C'est vraiment très bien. Oui, notre but, c'est vraiment de venir en appui des médecins, notamment pour les femmes qui seraient perdues, qui auraient changé de département. On est vraiment là aussi pour Mais vous là, aider. je tiens quand même à insister pour ceux qui vont faire des frottis, vous êtes responsable à partir du moment où vous faites un prélèvement, d'avertir votre patient déjà, de voir l'examen, et d'avertir votre patiente, etc. Il y a eu des cas qui sont malheureusement mal terminés, et il y a eu plein de patientes qui sont allées jusqu'au bout, parce que globalement, elles ont déménagé, mais il y avait plein de causes à l'échec de ce prélèvement, mais en tout cas, le prescripteur et celui qui fait l'acte, le prescripteur, lui, il est responsable de son acte. Et quelconque organisation ne pourra pas se substituer médico-légalement à cette responsabilité-là. Parfait. On va peut-être juste prendre une dernière question, parce qu'il est déjà 20h04. Docteur Clavel, je pense que c'est important en termes de terminologie de peut-être préciser la différence ou pas qu'il y a entre prélèvement milieu liquide et prélèvement déposé dans un milieu agréé. C'est un micro.
Si on commence par le milieu de prélèvement, il y avait le prélèvement classique, on prenait une brossette et qu'on étalait sur une lame, c'était l'ancien type de frottis. Maintenant, il est fortement recommandé d'utiliser un prélèvement en milieu liquide, donc on prend une brossette la plus adaptée possible au col, que l'on rince beaucoup dans ce milieu liquide pour récupérer toutes les cellules, voilà. Et ce milieu de prélèvement, donc le pot qui contient le liquide et aussi la brossette, doivent être agréés comme tout acte médical, comme le test HPV doit être agréé. Ça veut dire qu'il y a des gens dans ce métier qui ont vérifié que si on prend ces brossettes, ce milieu, il n'y a jamais d'erreur, que tout se passe bien. Comme disait Rémi Picot tout à l'heure, il y a des tas de contrôles cellulaires, moléculaires. Pour que ces contrôles soient effectifs, pour que les résultats soient fiables, il faut des bons outils, si vous voulez. Donc voilà, donc il faut des bons milieux agréés. Comme les kits HPV doivent être agréés. Dans la nanopathe, des tas de choses aussi doivent être agréées. Des protocoles, des algorithmes, tout ça doit être validé. Sinon, tout le monde fait n'importe quoi. Hein. C'est porte ouverte. Et si on a des mauvais milieux, avec des mauvais fixateurs, ou pas de fixateurs, ou des fixateurs non recommandés, on peut avoir le meilleur préleveur au monde. Si le milieu n'est pas bon, ça ne marchera pas. Donc on vous rendra un faux négatif. Donc c'est pas le but. Parfait. Merci beaucoup. Alors, on va terminer ce webinaire. Alors, je sais qu'il y a eu encore il y a d'autres questions, mais on avait promis une fin à 20h. Juste avant de terminer, vous parlez de ce DPC qui aura lieu le 30 novembre 2020 à Reims. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire si cela vous intéresse. Vous dire que le CRCDC Grand Est est en train de finaliser un e-learning sur le dépistage du cancer du col de l'utérus, donc il sera bientôt en ligne et vous pourrez bien évidemment en profiter. Et puis voilà, n'hésitez pas sur notre site internet, dont l'adresse s'affiche en haut, vous trouverez en cliquant sur la carte ici toutes les coordonnées. N'hésitez pas à contacter les médecins coordonnateurs. Sur chaque site, il y a un médecin qui peut vous répondre si vous avez des questions, si vous avez besoin de précision. Ils sont là pour ça. Et puis pour les personnes pour qui les réponses n'ont pas été données ce soir, je suis désolée, n'hésitez pas à nous les renvoyer à cette adresse, non, à l'adresse de votre site, et puis les médecins pourront vous répondre sans problème dans un délai assez court. Voilà. Je tiens en tout cas à remercier nos intervenants. Les présentations étaient vraiment très intéressantes. Vous remerciez tous les participants pour votre présence. On espère que ces présentations vous auront été bénéfiques. Et puis, encore, n'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. On vous souhaite une belle soirée et puis à bientôt. Merci à vous. Et Au revoir. Au revoir. Merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée.